Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle explication. L'objectif aujourd'hui, il est hyper clair. On va décortiquer et structurer parfaitement la fameuse séquence 1 sur la révolution industrielle britannique. Si vous êtes en L2 économie-gestion et que vous préparez votre examen terminal, considérez ce récap comme votre meilleur allié. On va retracer ensemble toutes les réactions en chaîne, les concepts économiques clés et bien sûr les auteurs incontournables qu'il faut absolument avoir en tête pour assurer aux questions courtes et au QCM. Allez, c'est parti! Au menu aujourd'hui, on a une feuille de route super efficace. 1. Sortir du piège malthusien. 2. Pourquoi la Grande-Bretagne. 3. Usine et division du travail. 4. Innovation, charbon et vapeur. 5. Les étapes de la croissance. Et enfin 6. Les conséquences sociales et environnementales. On attaque tout de suite avec notre première partie, la sortie du fameux piège malthusien. Alors, pour bien comprendre l'ampleur d'une révolution, il faut d'abord regarder ce qu'il y avait avant, pas vrai? Et là, voici une définition absolument indispensable, le grand classique des QCM, le piège malthusien. Avant la révolution industrielle, dites-vous que les sociétés étaient littéralement bloquées. À chaque fois que l'économie réussissait à produire un peu plus, boum, la population augmentait en conséquence. Le résultat, ce petit surplus était immédiatement mangé, absorbé, et le revenu moyen par habitant restait désespérément scotché à un niveau de subsistance. La révolution industrielle, elle est historiquement unique précisément parce qu'elle vient pulvériser cette stagnation millénaire. Et comment on s'échappe de ce piège concrètement ? Jusque-là, historiquement, on ne connaissait que la croissance extensive. En gros, pour produire plus, on ajoutait juste plus de terre ou plus de bras. On travaillait plus. Mais la vraie rupture de la révolution industrielle, c'est le passage à la croissance intensive. Là, c'est l'efficacité qui explose grâce au progrès technique et à l'innovation. On travaille mieux. Pour la toute première fois de l'histoire, la production se met à augmenter beaucoup plus vite que la population. Ce qui nous amène à la grande question de notre deuxième partie, pourquoi la Grande-Bretagne? Pourquoi ce bouleversement massif a-t-il commencé là-bas et pas ailleurs? À l'examen, évitez à tout prix le piège de l'explication unique. C'est en fait un cocktail parfait de facteurs. Tout commence par une révolution agricole en amont, avec des méthodes comme le mix farming qui boostent les rendements. Du coup, les prix agricoles baissent, ce qui libère du pouvoir d'achat pour acheter des biens manufacturés. Et la demande explose. Ajoutez à ça des infrastructures privées hyper efficaces avec ces fameuses routes à péage, les turnpikes, et des institutions politiques libérales qui protègent les entrepreneurs. C'est vraiment tout cet écosystème réuni qui a allumé la mèche. Et là, c'est hyper intéressant d'introduire une autrice clé, Esther Boserup, avec sa théorie de la pression créatrice. L'idée est brillante. L'Angleterre, c'était un pays très dense, mais avec des ressources qui commençaient à manquer sérieusement, notamment le bois. Eh bien, plutôt que de s'effondrer, cette énorme contrainte environnementale a littéralement forcé la société à se creuser la tête et à innover pour survivre. En fait, la contrainte est devenue le moteur même de l'ingéniosité. D'un point de vue purement microéconomique, retenez bien ce mécanisme pour vos révisions, c'est la substitution capital-travail. En Grande-Bretagne à l'époque, payer des travailleurs, ça coûtait relativement cher comparé au reste du monde. En revanche, l'énergie, grâce au charbon qui débordait de partout, c'était donné. Donc la vraie motivation derrière la mécanisation, ce n'est pas juste une passion soudaine pour la belle ingénierie, c'est purement financier. C'était devenu ultra rentable de remplacer de la main-d'œuvre humaine coûteuse par des machines qui tournaient au charbon. On passe maintenant à notre troisième partie, les usines et la division du travail. Ces fortes pressions économiques vont complètement bouleverser la façon de fabriquer les choses. Le contraste avant-après est saisissant. Avant, on était dans le putting out system. Les marchands refilaient la matière première à des paysans qui bossaient tranquillement chez eux. Le problème, impossible de contrôler la qualité ou les délais. La solution radicale pour régler ça, ça a été le factory system. On prend tous les travailleurs, on les concentre dans un même grand bâtiment, l'usine, avec une discipline de fer au rythme des machines. Et surtout, c'est l'apparition du salariat moderne. On ne paye plus à la pièce fabriquée, mais au temps de travail. Et ça illustre parfaitement la pensée d'un géant de l'économie, Adam Smith, en 1776. Son exemple de la manufacture d'épingles, c'est un incontournable absolu. Il explique que si vous décomposez la fabrication en plein de toutes petites micro-tâches ultra spécialisées, non seulement l'ouvrier devient super adroit, mais vous supprimez tous les temps morts. Et le truc génial, c'est que cette simplification extrême des gestes donne très vite l'idée d'inventer des machines pour faire le boulot à la place de l'homme. Le gain de productivité est juste monumental. Allez, quatrième partie, on entre dans le cœur du réacteur, les innovations, le charbon et la vapeur. Alors attention, alerte piège classique à l'examen. Ne confondez surtout pas invention et innovation. C'est crucial. L'invention, c'est juste l'idée, le croquis, le prototype. Par exemple, Denis Papin avait inventé une machine à vapeur bien avant la révolution industrielle, mais ça n'a eu aucun impact économique. La révolution industrielle, elle, est définie par l'innovation, c'est-à-dire le moment où cette invention est appliquée avec succès sur le marché et dans l'industrie. C'est l'usage commercial qui crée la vraie rupture, pas juste l'idée de départ.
Concrètement, regardez comment ça s'enchaîne dans le secteur du textile. C'est un vrai effet ping-pong, c'est fascinant. Tout démarre par du protectionnisme, les Calico Acts, qui interdisent les cotonnades indiennes pour protéger le marché local. Bim, marché garanti. Ensuite, on invente la navette volante de John Kay pour tisser beaucoup plus vite. Mais du coup, on manque de fil. Ce goulot d'étranglement force les ingénieurs à innover côté filage avec la Spinning Jenny. Super, on a plein de fils. Mais du coup, c'est le tissage qui n'arrive plus à suivre. Hop, on invente le métier à tisser mécanique en 1785. Chaque blocage appelle sa propre innovation. Cet effet domino, Joseph Schumpeter l'a théorisé sous le célèbre nom de grappe d'innovation. Le dynamisme ne reste jamais isolé dans son coin. Pensez-y, les nouvelles machines textiles, elles sont plus lourdes, plus rapides, donc le bois ne suffit plus. Elles exigent des pièces en métal. Le textile tire donc la métallurgie vers le haut, qui elle-même va réclamer une énergie nouvelle et plus puissante pour fondre tout ce métal. C'est une réaction en chaîne à travers toute l'économie. Et c'est exactement là que l'énergie et la finance entrent en jeu. Le bois commence à manquer cruellement, donc l'Angleterre se jette sur la houille, le charbon de terre. Abraham Darby réussit à utiliser du coke pour faire une fonte d'excellente qualité. En parallèle, on a James Watt qui perfectionne la machine à vapeur. Mais attention, il ne le fait pas tout seul dans sa cave. Il s'associe avec un grand industriel, Matthew Boulton. C'est l'alliance décisive entre la science et l'industrie. Et pour financer tous ces ponts, ces mines et ces usines hors de prix, on voit exploser les sociétés anonymes, qui permettent de lever des capitaux énormes tout en limitant les risques pour les banques et les investisseurs privés. Ce qui nous fait une transition parfaite vers notre 5e partie, les étapes de la croissance. Pour donner du sens à toute cette chronologie assez folle, on utilise très souvent un modèle linéaire, celui des 5 étapes de Walt Whitman Rostow. Il décrit à merveille le cas britannique. On part d'une société traditionnelle, on accumule les préalables avec l'agriculture et les transports, puis vient le fameux take-off, le décollage brutal porté par le coton et le charbon. Ensuite, on marche vers la maturité et on arrive à la consommation de masse. Alors petite note ultra importante, ce modèle décrit très bien les premiers arrivés comme l'Angleterre ou les USA, mais ce n'est pas du tout une loi universelle du développement, surtout pour les pays ayant subi la colonisation. Et enfin, notre 6e et dernière partie, les conséquences sociales et environnementales. Bon, derrière le PIB qui grimpe en flèche et les belles machines, il y a la vraie vie des gens. Et il faut rétablir la vérité sur le mouvement des Luddites. On les dépeint souvent comme de pauvres ignorants terrifiés par la nouveauté technique. C'est complètement faux. Leur motivation était à 100% économique. Face à ces machines, ces artisans très qualifiés voyaient leurs compétences s'évaporer, leurs salaires chuter et leurs emplois disparaître. Casser des machines, c'était avant tout un acte de résistance syndicale face à la misère, pas une peur irrationnelle du futur. Parce que oui, la misère ouvrière à court terme était bien réelle. Les salaires réels ont sévèrement chuté et on a dû attendre les années 1830 pour retrouver le niveau initial. Mais attention à bien contextualiser pour votre examen, ce n'est pas juste la faute aux usines. Il y a eu un exode rural massif qui a inondé les villes de travailleurs, créant une concurrence dingue qui a tiré les salaires vers le bas. Et n'oubliez pas le contexte historique qui a étouffé l'économie, les guerres napoléoniennes et le terrible blocus continental de la France. Pour théoriser cette période douloureuse, pensez à la synthèse de l'économiste David Ricardo. Sa vision est vraiment brillante de nuances. Il dit clairement que l'effet des machines, c'est ambigu. À très long terme, oui, ça produit plus de richesses, ça fait baisser les prix et ça aide tout le monde. Mais Ricardo avoue lui-même qu'à court terme, quand on met de l'argent dans les machines au lieu des salaires, ça crée du chômage et de la précarité pour la classe ouvrière. Le progrès a un coût. Pour boucler cette explication de la séquence 1, je vous laisse sur cette réflexion géniale et hyper visionnaire de William Stanley Jevons, formulée en 1865. C'est la toute première fois qu'un économiste se pose la question de la soutenabilité. Tout le modèle britannique, toute sa suprématie, reposait sur une seule chose, un charbon abondant et pas cher. Sa question, très pragmatique, c'était « Que se passe-t-il quand ce stock non renouvelable sera épuisé ou trop cher face à la montée des États-Unis ?» Ça résume parfaitement les limites de la révolution industrielle, tout en résonnant énormément avec nos enjeux d'aujourd'hui. Vous ne trouvez pas ? Sur ce, je vous souhaite d'excellentes révisions pour votre examen et à la prochaine.